La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Maurice Leroy. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, avant-hier au Sénat, avec le Président de la République, vous avez lancé la Conférence nationale des territoires. C'est une excellente initiative que les députés constructifs saluent, de même que je me réjouis de voir relancer l'ambition initiale du Grand Paris, notamment pour renouer avec l'axe Seine et pourquoi pas, Monsieur le Premier ministre, faire du Havre le port du Grand Paris. Oui, il y a nécessité de recréer une relation de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Mais cela passe par des efforts également répartis entre l'État et les collectivités territoriales. L'État dépensier ne peut faire la leçon à des collectivités locales qui, elles, votent leur budget en équilibre et qui, elles, ont déjà supporté 11 milliards d'euros d'économies. Oui, il faut un contrat, Monsieur le Premier ministre, mais pas simplement financier pour trouver de quoi boucler votre budget de l'État. Il faut prendre conscience de la désespérance silencieuse de nos campagnes. Il faut comprendre le sentiment d'abandon qui gagne nos territoires ruraux. Il faut du souffle et de l'ambition pour notre ruralité. Monsieur le Premier ministre, avec les députés constructifs, nous vous proposons de créer une agence nationale de la revitalisation des territoires ruraux, à l'image de ce que Jean-Louis Borloo avait créé pour la rénovation urbaine des quartiers sensibles, et c'était salué sur tous les bancs de cet hémicycle. Êtes-vous prêt à créer cette agence pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, pour le déploiement du très haut débit et pour revitaliser nos territoires ruraux de la France périphérique? Merci, Monsieur Leroy. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Leroy, vous avez raison de vous réjouir de la tenue de cette conférence nationale des territoires. En effet, le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement ont choisi la voie du dialogue avec les territoires et je peux vous dire que le ministre de l'Intérieur que je suis s'en réjouit profondément. Je me souviens de la baisse des dotations globales de fonctionnement qui, effectivement, comme vous l'avez dit, était relativement importante et vous avez pu le constater, nous avons choisi une autre méthode, faire en sorte que l'État et les collectivités locales participent ensemble à l'effort nécessaire et vous le savez, cet effort est nécessaire. Certains candidats, dans leur campagne électorale, avaient annoncé une baisse des dotations de 20 milliards. Ici, il s'agit de 13 milliards et 13 milliards qui ne se fera pas par baisse des dotations, mais par réforme de structure et par la volonté des collectivités locales elles-mêmes. Vous suggériez des pistes intéressantes pour reconstruire le Grand Paris. Monsieur le député, nous sommes à votre écoute sur ce sujet. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Danielle Brulbois. Vous avez la parole, Madame Brulbois. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, ce lundi 17 juillet s'est tenu au Sénat le lancement de la Conférence nationale des territoires en présence de Monsieur le Président de la République, du gouvernement, de nombreux parlementaires et élus de nos territoires. Nous sommes plusieurs sur ces bancs à y avoir participé et écouté le Président de la République
détailler son ambition pour notre pays, dans la lignée de ses engagements courageux pris durant la campagne présidentielle. Meilleure prise en compte de la ruralité, couverture numérique, mobilité, services publics, réforme de l'imposition locale, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Les nombreux défis à relever pour nos territoires sont identifiés depuis longtemps. Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle dans une démarche de dialogue constructif, de concertation et de décision partagée. Cette méthode, voulue par le Président de la République, veut rétablir la relation de confiance entre l'État et ses collectivités. Elle traduit la volonté de considération et de respect des élus afin d'en faire de réels partenaires. Présidents d'exécutifs locaux, représentants d'associations d'élus étaient présents. Ils ont salué cette réunion qui a posé les jalons d'un travail collectif pour un pacte de confiance tant attendu pour réconcilier nos territoires, différents et complémentaires. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser les contours de ce nouveau processus? Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, l'intérêt de tout le monde est que chacun puisse entendre les questions et les réponses. Il n'est pas nécessaire de faire des commentaires pendant les questions ou les réponses. Chacun et chaque groupe a la parole à tour de rôle. La parole est maintenant à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vais répondre à la question. Au demeurant excellente, la Conférence nationale des territoires, quel est son objectif? Oui, pardon, j'avais mal entendu. Quel est son objectif? C'est d'avoir un instrument de dialogue et de concertation où nous puissions nous dire les choses, l'État et les collectivités. Et d'ailleurs, c'est une excellente chose que le ministre d'État Gérard Collomb parle de la ruralité et que moi, je parle des métropoles. Mais je vais vous en parler, moi. Je vais vous en parler. Nous avons la volonté d'instaurer ce dialogue qui a manqué depuis des années, quels que soient les gouvernements. Nous avons le besoin de nous dire les choses, de poser les problèmes et d'essayer de trouver des solutions ensemble. L'État n'est pas là pour donner des leçons aux collectivités. Il est là pour construire avec vous. Nous avons ensemble des efforts à réaliser. Nous les ferons ensemble. Et sachez que je suis toujours un élu local. J'entends les messages qui nous sont délivrés dans les territoires ruraux, dans les banlieues. Et nous savons ensemble le travail qui nous attend. Je ne donne pas de leçons à ceux qui nous ont précédés. Je n'entends pas non plus en recevoir aujourd'hui, alors que nous sommes au début d'un quinquennat où nous voulons réussir cette concertation et ce dialogue. Nous avons rendez-vous dans 6 mois après le travail de ces 5 ateliers. Et à ce moment-là, je serai là aussi pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, où êtes-vous? Que faites-vous? Le ministre des Comptes publics a annoncé mardi dernier que votre ministère devrait subir 850 millions de coupes budgétaires et on ne vous entend pas. Votre silence est assourdissant, pourtant cette décision de Bercy est inacceptable et ses conséquences terribles pour nos militaires. Madame la ministre, votre silence est tout aussi assourdissant suite au sort réservé à l'ex-chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Devant les députés membres de la commission de la Défense, le chef d'état-major des armées a exprimé le sentiment de trahison légitime qu'éprouvent les militaires français au regard des promesses faites et non tenues par l'exécutif. Or, pour cela,
Or, pour cela, il a subi une humiliation publique, alors que personne ne peut remettre en cause la droiture, le sens de l'État et l'attachement à la République du général Pierre de Villiers. Les militaires qui risquent leur vie chaque jour ont besoin de soutien, de considération, voire de respect, pas de coupes budgétaires ou d'actes d'humiliation. La démission du général Pierre de Villiers est aujourd'hui un événement exceptionnel. Le Monde titre un événement historique. La confiance entre le chef d'État et notre armée est gravement mise à mal, sans doute rompue peut-être définitivement. Madame la ministre, comment allez-vous expliquer ces décisions à nos forces armées et quand allez-vous enfin les respecter? Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre de la Défense, Florence Parly. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, si la considération pour nos militaires devait se mesurer à l'aune des annulations budgétaires, alors je pense que certains ici sur ces bancs pourraient procéder à leur examen de conscience. Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, a remis ce matin au président de la République sa démission. Le président de la République l'a acceptée. C'est le choix du général de Villiers et je le respecte. Et je souhaite rendre hommage à l'action du général de Villiers qui, depuis 2014, en tant que chef d'état-major, a conduit avec succès les opérations de nos armées sur les théâtres extérieurs comme en métropole. Et je veux lui rendre hommage pour la transformation qu'il a réalisée du ministère et du fait que l'armée française est une des meilleures au monde. Je voudrais maintenant saluer le général François Lecointre, général de corps d'armée, qui est nommé pour lui succéder comme chef d'état-major des armées. C'est un officier d'une qualité exceptionnelle, c'est un officier expérimenté, il a toute ma confiance pour relever les nombreux défis qui l'attendent. C'est ce que je lui dirai dans quelques heures lorsque je le recevrai pour lui indiquer toutes les responsabilités qui sont les siennes. Alors en effet, le contexte n'est pas facile. Le budget 2017 a fait l'objet... Madame la ministre, la parole est maintenant à monsieur Mathieu Orphelin. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nos agriculteurs sont en souffrance et se sentent pour certains délaissés, voire méprisés. Beaucoup ne peuvent se verser un revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté. Les enjeux auxquels ils font face sont immenses mais vitaux pour notre pays. Ils concernent une meilleure santé pour chacun via une alimentation plus saine et durable, la réduction des impacts sur l'environnement, mais aussi la vitalité de nos territoires ruraux. Le projet porté par La République En Marche aux élections présidentielles et législatives entend agir vigoureusement pour concrétiser un nouveau modèle agricole via des mesures fortes telles qu'un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour accélérer la modernisation des exploitations, sur le bien-être animal, la protection de l'environnement, les circuits de proximité, via également la volonté de porter vigoureusement au niveau européen les outils de régulation adaptés à chaque filière pour protéger les agriculteurs de la volatilité des prix, ou encore l'objectif d'atteindre d'ici 2022 50% de produits issus de l'agriculture biologique, autres labels de qualité et circuits courts dans la restauration collective. L'un de nos engagements est la mise en place des états généraux de l'alimentation pour réunir tous les acteurs autour de deux grands enjeux. Un, comment assurer une meilleure répartition de la valeur, notamment en payant enfin le juste prix aux agriculteurs. Et deux, comment réconcilier enfin agriculture et environnement. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner les grandes lignes de la mise en œuvre de ces états généraux de l'alimentation, méthode et calendrier, modalités de l'association des parties prenantes et du public,
principales questions qui seront débattues, modalités du travail interministériel et surtout la manière dont les conclusions seront déclinées au cours du quinquennat. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur Stéphane Travert. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Mathieu Orphelin, nous sommes en France avec la plus belle agriculture et la plus belle et performante au monde. Et je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir vous parler des États généraux qui ont été annoncés au mois de juin dernier par le président de la République et sur lesquels nous allons débuter les travaux dès demain. Nous avons ici 4 objectifs que nous partageons: relancer la création de valeur et assurer son équitable répartition, permettre aux agriculteurs de vivre dignement et d'être rémunérés au plus juste prix. Et comme vous le soulignez dans votre question, aujourd'hui, les prix payés aux agriculteurs sont bien trop faibles et nous devons nous donner les capacités d'investir pour préparer l'avenir de notre agriculture. Nous avons besoin d'accompagner la transformation des modèles agricoles. Et là, je veux dire aussi que la France compte des modèles agricoles qui correspondent à des philosophies. Et il ne s'agit pas ici d'opposer les modèles les uns aux autres, mais bel et bien qu'ils soient complémentaires les uns des autres. Et ne pas les opposer, c'est leur donner chacun la chance de pouvoir accéder aux marchés qui sont attendus par nombre de nos consommateurs. Nous avons besoin aussi de promouvoir les choix de consommation qui privilégient une alimentation saine, durable et équitable. L'ensemble des parties prenantes seront mobilisées dès demain sur 2 chantiers. Le premier consacré à la création et la répartition de la valeur et l'autre plutôt sur les attentes sociétales pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous qui aura lieu courant octobre-novembre. Une restitution globale de l'ensemble de ces travaux sera organisée avant la fin de l'année et dès demain, une consultation publique par Internet sera ouverte pour permettre au plus grand nombre de contribuer au débat et de proposer des pistes d'action. J'ai entrepris depuis mon arrivée au ministère de nombreuses consultations avec l'ensemble des filières, les distributeurs, les transformateurs et je puis vous dire qu'avec mes collègues ministres, nous sommes mobilisés pour réussir. La parole est maintenant à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'amiante tue 3000 personnes par an, 45 500 morts depuis 2004. Or, 20 ans après son interdiction, les victimes attendent toujours un procès au pénal. Dès lors qu'il est avéré que les maladies ayant causé le décès de ces ouvriers sont dues à l'amiante, qu'il est attesté que cette relation de cause à effet était connue bien avant l'interdiction de sa fabrication et de sa vente en 1997, sans qu'aucune disposition ne soit prise auparavant pour remédier à ce danger mortel. Alors, il y a une accumulation de fautes. Et qui dit faute, dit recherche de responsabilité dans la mort de milliers de salariés et retraités. Il suffit de constater l'ampleur du désamiantage des bâtiments depuis pour estimer la hauteur de cette faute massive qui a consisté à ne rien faire pendant si longtemps. Aujourd'hui, le parquet suggère de cesser les investigations, prétendant que les responsables de cette tragédie ne peuvent être identifiés et n'auraient pas de compte à rendre. Que le patronat qui exposait ses ouvriers à ce poison n'y était pour rien. Que les entreprises qui l'utilisaient le fabriquaient et en tiraient profit n'y étaient pour rien. Que l'État restait passif avant 1997, alors même que d'autres pays avaient légiféré, n'y était pour rien. Ce rejet de responsabilité serait indigne d'une République qui doit protéger les siens, quelles que soient leurs conditions sociales. D'autant qu'ailleurs, des poursuites ont été engagées et des condamnations appliquées contre ceux qui ont tué pour s'enrichir. Et en France, le parquet vient de nous dire que cette catastrophe sanitaire, tel le nuage de Tchernobyl, s'est transformée chez nous en crime sans coupable. Quand par exemple les dirigeants italiens de l'une des entreprises faisant actuellement l'objet d'investigations ici ont été condamnés dès 2009 à Turin. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez séjourné longtemps dans une grande ville industrielle et côtoyé ses victimes, je vous demande d'agir pour ne pas enterrer une seconde fois celles et ceux qui ont payé de leur vie une faute mortelle de grande ampleur frappant des générations d'ouvriers. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé, madame Agnès Buzyn. Monsieur le député Lecoq, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je comprends la détresse de vos territoires durement touchés par l'amiante, notamment les ouvriers de Docker. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le Premier ministre, qui est également très attentif à ce territoire au sujet des ouvriers touchés par l'amiante. Je n'ai pas à
m'exprimer sur une décision de justice, mais par contre, l'État doit prendre ses responsabilités et accompagner au mieux les personnes touchées. Aujourd'hui, la branche AT-MP accompagne sur le plan des maladies professionnelles ses ouvriers. Cela représente 17% des dépenses de la branche AT-MP, soit 2 milliards d'euros. Et 2 dispositifs d'indemnisation ont été créés. Le premier est la FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 2 millions, pardon. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et pour lequel 20 000 demandes ont été jusqu'à présent enregistrées et traitées. Et l'ACATA, qui accompagne les ouvriers, c'est une allocation de cessation anticipée d'activité qui touche 90 000 salariés. Il faut savoir que d'ores et déjà, 18 000 personnes ont été reconnues en maladie professionnelle, 3 700 nouvelles personnes ont été reconnues en maladie professionnelle en 2015. Et nous savons que ces dispositifs doivent être maintenant améliorés encore. Ils méritent des ajustements techniques que nous allons mettre en œuvre dans le cadre du nouveau contrat d'objectifs et de performance entre l'État et la FIVA qui doit être signé en 2017. Donc l'État continuera à prendre ses responsabilités puisque ces maladies risquent d'augmenter encore dans les prochaines années, nous le savons, et donc nous serons attentifs à ce que ces dispositifs répondent aux besoins des personnes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Géraldine Bannier. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Madame la Ministre, alors que pour nos heureux bacheliers, l'été rime traditionnellement avec repos bien mérité ou premier job d'été, voici que 87 000 d'entre eux sont encore dans l'angoisse, attendant qu'une hypothétique place leur soit attribuée en fac par le biais d'APB. APB, c'est un peu au petit bonheur la chance, puisque même une mention très bien n'assure plus forcément une place dans la filière choisie. C'est le tirage au sort qui prime parfois. Il paraît urgent de revaloriser le baccalauréat quand ce sésame ne garantit pas même à nos meilleurs lycéens la place pour laquelle ils se sont tant investis. Madame la Ministre, que faire donc face à ce que vous avez qualifié d'immense gâchis? Et plus largement, comment faire en sorte que l'université ne soit plus un entonnoir à l'entrée bien large mais à la sortie trop étroite? Comment faire pour qu'elle soit plutôt le gage d'une réussite véritable et suivie d'une véritable insertion professionnelle? Comment faire pour que la faculté reste un puissant facteur d'égalité des chances? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, vous avez raison et j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement sur ce sujet. C'est effectivement un immense gâchis. Au-delà du tirage au sort qui fait que les étudiants sont affectés non pas en fonction de leurs souhaits ou de leurs résultats, mais en fonction d'une sorte de loterie, c'est l'ensemble de la filière du premier cycle qu'il va nous falloir revisiter, puisque, vous le savez, et le Premier ministre l'a rappelé, c'est seulement 40% des étudiants qui sont inscrits dans le cycle licence qui réussissent à obtenir leur diplôme en 4 ans. L'université doit donc redevenir le lieu où l'on est capable de progresser socialement, le lieu où on est capable de s'épanouir et de s'enrichir, et non pas le lieu de l'échec. Pourquoi est-ce que l'université ne doit pas être le lieu de l'échec? D'abord parce que c'est un coût humain insupportable, à la fois pour les étudiants et pour leurs parents. Ensuite, c'est un coût social qui lui aussi est insupportable, puisque nous donnons à nos étudiants l'impression que le système, au lieu de les aider, les enfonce. Et enfin, c'est un coût financier considérable, puisqu'on peut estimer à presque 1 milliard d'euros le coût de l'échec en premier cycle. Depuis 2 mois, j'ai trouvé cette situation et je m'emploie jour après jour à la résoudre. Et j'ai surtout souhaité être en capacité de lancer une concertation qui nous permettra de réformer profondément l'accès à l'enseignement supérieur de façon à ce que nous puissions assurer la meilleure réussite à l'ensemble de nos étudiants. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Faure. Monsieur le Président, mes chers collègues,
Ma question s'adresse au Premier ministre, mais avant de la poser, je voudrais rendre un hommage appuyé au nom du groupe Nouvelle Gauche au général Pierre de Villiers. Poursuivez, monsieur le député. Son professionnalisme, son sens de l'honneur lui valaient à la fois le respect de ses hommes, mais aussi, je l'espère, je le crois, de tous les parlementaires. Et donc, sa démission, ce matin, ouvre une double crise. D'abord, une crise de confiance entre le chef de l'État et nos armées. Le pouvoir politique affiche une volonté de faire contre le terrorisme. Il envoie en première ligne nos soldats, mais ne leur donne plus les moyens de combattre aujourd'hui, d'assumer leur mission, en rompant avec l'effort budgétaire engagé sous le précédent quinquennat. Une crise démocratique ensuite. Les recadrages, l'humiliation volontaire du chef d'état-major au lendemain de son intervention devant notre commission de la Défense est aussi une violation des droits du Parlement. Le message ainsi adressé par le chef de l'État à tous ceux qui viendront devant notre Assemblée est limpide, silence dans les rangs, et ce message est forcément incompatible avec les missions de contrôle du Parlement. Cette double crise est enfin un avertissement pour le pouvoir. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité, louable, de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte, comment comptez-vous donc renouer les fils tenus de la confiance ? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Faure, je voudrais en premier lieu m'associer à tout ce qu'a dit Madame la Ministre des Armées sur le salut républicain que nous adressons au général de Villiers au moment où il a présenté sa démission ce matin au Président de la République. Je veux également m'associer au salut républicain qu'elle a formulé à l'égard du général Lecointre qui va prendre ses fonctions. Il était jusqu'à il y a quelques heures le chef du cabinet militaire du Premier ministre et mon conseiller défense. Il avait été pendant plus d'1 an le chef du cabinet militaire de mes prédécesseurs. Vous savez comme moi, puisque vous vous intéressez aux questions de défense, qu'il est lui aussi un remarquable officier de l'armée française qui lui fait honneur. Et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses fonctions. Je suis heureux, Monsieur le Président Faure, que vous me posiez cette question. Je suis heureux de vous répondre, et au fond de façon extrêmement simple. Le général de Villiers a exprimé, il l'a redit d'ailleurs ce matin, un désaccord. Il a parfaitement le droit d'exprimer un désaccord, bien sûr. Comme il a parfaitement le droit d'exprimer un désaccord avec le chef des armées. Mais comme un militaire, avec honneur, il ne peut pas contester le choix qui a été fait par son chef. Il a donc tiré les conséquences du désaccord qu'il avait lui-même exprimé. Je voudrais dire, mesdames et messieurs les députés, que dans cette affaire, chacun est dans son rôle. Le chef d'état-major des armées, qui exprime son avis, et qui en tire les conséquences, et le président de la République, qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime. Et je ne pense pas, mesdames et messieurs les députés, que dans cette primauté du politique sur le militaire,
il y ait quelque chose qui fondamentalement puisse choquer cette Assemblée nationale. Un mot, monsieur le... Ne vous énervez pas, monsieur le député. Les sujets militaires sont suffisamment sérieux pour qu'on les aborde avec le calme qui prévaut dans cette Assemblée et que vous êtes le seul à rompre. Monsieur Hutin. Il est faux de dire, mesdames et messieurs les députés, que les engagements pris par le président de la République auraient été méconnus. Le président de la République s'est engagé à faire en sorte que l'effort de défense de notre pays, parce que le monde est instable, parce qu'il est dangereux, soit porté à 2% du PIB à l'horizon 2025. En 2025. Je me permets d'indiquer, mesdames et messieurs les députés, que, puisque vous mentionnez les propos du président de la République le 13 juillet, vous devriez les mentionner en entier. Il a lui-même indiqué qu'à l'occasion du budget 2018, le budget de la défense serait porté à un minimum de 34,2 milliards d'euros, hors Rex, je le dis, c'est-à-dire 1,8 milliard d'euros de plus que ce qui était inscrit dans la loi de finances initiale 2017. Un mot pour dire, Monsieur le Président Faure, que lorsque, en 2017, dans la loi de finances initiale, l'effort a été porté par rapport à 2016 à plus 600 millions d'euros par rapport à l'année précédente, vous avez indiqué sur ces bancs qu'il fallait saluer un effort exceptionnel. L'année prochaine, en 2018, cet effort sera porté à 34,2 milliards d'euros hors Rex. 34,2 milliards hors Rex, c'est-à-dire plus d'1,8 milliard, c'est-à-dire une progression, et ce sera probablement la seule, une progression considérable en volume, une progression plus rapide que la progression du PIB, plus rapide que la progression de l'inflation, c'est-à-dire un passage qui nous permet d'envisager la courbe qui nous mène jusqu'en 2025 à 2% du PIB. Je terminerai, mesdames et messieurs, en vous donnant un chiffre. L'exécution de la loi de finances initiale pour 2017, s'agissant du budget militaire, nous fera terminer l'année avec un niveau de dépenses identique à celui qui a été prévu dans la loi de finances initiale 2017. Le problème que vous mentionnez est un problème d'intégration des dépenses d'OPEX, qui depuis... Oh, mais madame, je ne vous le fais pas dire, madame le député, comme depuis de très nombreuses années, on se paye de mots en mettant le budget OPEX à l'extérieur. Eh bien, nous voulons cesser cette mauvaise pratique. Nous allons augmenter les dépenses militaires. Nous allons commencer la réintégration des dépenses OPEX parce que c'est beaucoup plus sain. Et les engagements pris par le président de la République seront, mesdames et messieurs les députés, tenus. Je vous donne rendez-vous à l'automne. Nous pourrons en reparler. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Sort. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la ministre, à l'heure où je vous parle, près de 87 000 jeunes sont passés à la satisfaction parfois euphorique d'avoir obtenu le baccalauréat, à la désillusion tout aussi cruelle, puisqu'ils se trouvent toujours sans solution d'orientation post-bac conforme à leur projet personnel. Il n'est absolument pas juste que l'orientation de lycéens dépende d'un système informatique appelé APB, et de même, le tirage au sort pour les filières les plus convoitées reste une méthode polémique et ressentie comme profondément injuste par un grand nombre de nos concitoyens. Les facs françaises doivent accueillir chaque année quelques 40 000 étudiants supplémentaires, une hausse démographique qui doit perdurer jusqu'en 2022. S'ajoutent à ces néo-bacheliers les étudiants en réorientation. Le système doit donc changer et l'admission post-bac doit se faire sur le respect de l'égalité de tous face à l'entrée à l'université. Des contrats de réussite étudiante ont été annoncés lors du discours de politique générale du Premier ministre. Afin de mettre fin à l'échec en première année d'université, il faut en effet donner beaucoup plus d'informations aux étudiants sur leur capacité à réussir dans une filière qu'ils pourraient choisir. L'université doit rester ouverte à tous et l'État doit œuvrer pour une meilleure réussite de ses étudiants.
Nous devons donc supprimer le système injuste du tirage au sort, souvent source d'une profonde frustration et d'une grande déception. Bon nombre des étudiants aujourd'hui sans solution ont pourtant préparé avec beaucoup d'assiduité et à travers de nombreuses démarches leur orientation post-bac durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Madame la ministre, ma question est la suivante. Afin de rassurer les jeunes bacheliers et leurs parents face à cette situation que je qualifie d'urgence, quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour les étudiants qui sont encore, à cet instant, en attente d'une solution d'orientation conforme à leurs souhaits? Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Frédérique Vidal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Sort, tout le monde ne peut être que d'accord avec le constat que vous dressez. Le système est au bord de l'implosion, et ceci pour deux raisons, qui toutes deux étaient prévisibles. Tout d'abord, l'augmentation de la démographie, et ensuite le fait que cette année, le choix a été fait d'ajouter dans le système d'admission post-bac les quelques 100 000 étudiants en réorientation après un échec en fin de première année de licence. Cette situation dont nous avons hérité, nous nous employons à la gérer chaque jour depuis 2 mois, et nous la ferons disparaître en 2018 en supprimant le tirage au sort. Pour cette année, 87 000 élèves sont à ce jour sans affectation définitive. Ce chiffre est similaire à celui de l'an dernier à la même époque, et il cache des réalités très différentes. Une majorité d'étudiants en réorientation qui ont néanmoins leur place à l'université s'ils choisissaient de garder la même filière. Des étudiants qui ont été acceptés sur un de leurs choix, mais qui pour le moment ne l'ont pas accepté de façon définitive et attendent de voir si un meilleur choix leur sera proposé. Et enfin, un peu plus de 10 000 étudiants qui ont un réel problème d'affectation. Ils étaient 17 000 il y a 15 jours, ils étaient 36 000 il y a un mois. C'est pour ces étudiants que l'ensemble des universités et l'ensemble des services académiques ainsi que le ministère sont mobilisés jour après jour et continuent de travailler, puisqu'il reste actuellement dans l'enseignement supérieur plus de 200 000 places libres. La concertation que j'ai engagée le 17 juillet avec l'ensemble des acteurs sur la réforme permettra de supprimer le tirage au sort en 2018, mais aussi et surtout, merci, il permettra par madame la l'orientation ministre. La parole est maintenant à monsieur Maxime Minot. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la ruralité n'est pas un gros mot et la France périphérique n'est pas un produit marketing, mais une réalité que nous devons affronter sans tabou. Entendez-vous ces parents d'élèves qui se battent pour conserver leur classe dans les communes rurales? Je pense par exemple à l'école Carrette de Rieux. Entendez-vous ces habitants se mobiliser contre la fermeture des services publics de proximité, comme les bureaux de poste, celui de la Neuville-en-Haye notamment, et plus généralement des commerces de proximité? Entendez-vous ces maires qui combattent chaque jour une bureaucratie envahissante pour attirer des médecins et monter des maisons de santé synonymes de survie pour leur commune? Si le président de la République s'est prononcé sur ces points lors de la conférence des territoires, il faudra bien plus que ces déclarations d'intention, il faudra agir, il faudra des résultats. Mais comment les obtenir lorsqu'on s'inscrit dans la continuité du quinquennat précédent en demandant toujours plus d'efforts aux collectivités locales sans que l'État se les applique à lui-même? Comment les obtenir lorsqu'on envoie un message de défiance aux élus locaux dans une large majorité bénévole en souhaitant en réduire le nombre? Car oui, monsieur le Premier ministre, c'est l'ancien maire d'Étouis qui témoigne ici. Les collectivités locales et leurs élus sont les derniers remparts de nos campagnes, ceux qui portent encore avec courage et détermination ces territoires souvent à bout de force, dont de nombreux habitants se sentent à raison trahis et abandonnés. Là où un plan Marshall de la ruralité est indispensable, vous n'avez en réalité aucune ambition pour nos territoires ruraux qui apportent tant à la France. Trop peu sur le développement économique pourtant au cœur des enjeux. Quid des zones franches rurales? Quid de la proposition du 1 € pour la ville, 1 € pour la campagne? Monsieur le Premier ministre, n'oubliez pas les territoires ruraux. Ils sont la mémoire vivante de notre pays et ne vous oublieront pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Maxime Minot,
Comme vient de vous l'indiquer tout à l'heure Jacques Mézard, nous portons ensemble une même vision des territoires. Oui, les territoires sont différents. Il y a évidemment les grandes métropoles, mais elles aussi connaissent leurs difficultés, avec des quartiers qui, quelquefois, sont en train de se paupériser, de se ghettoiser. Il y a ce que l'on appelle la France périphérique. En fait, c'est la France qui aujourd'hui connaît des problèmes de désindustrialisation et à qui il faut que nous donnions sa chance. Enfin, il y a les territoires ruraux dont vous parlez. Et le président de la République a indiqué, et je complète la réponse faite à Monsieur Leroy, qu'il comptait effectivement, sur le modèle de l'ANRU, créer une agence pour le développement des territoires ruraux. Vous savez que nous allons investir 10 milliards d'euros pour porter la mobilité dans ces territoires, pour y porter le numérique, pour faire en sorte qu'ils puissent se développer, retrouver une économie. Et je vous rappelle qu'en guise de service public, un ancien candidat que vous souteniez voulait diminuer le nombre de fonctionnaires de 500 000. C'est là la différence. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Lionel Causse. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue du Gers, Jean-René Cazeneuve, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. L'épidémie d'influenza aviaire a touché pour la deuxième année consécutive la filière avicole, en particulier la production de canards gras, mettant en grande difficulté nombre d'exploitations déjà fragilisées. Tous les maillons de la chaîne, en amont et en aval, ont été impactés: accouvage, élevage, abattage et vente. Cette filière représente 100 000 emplois directs et indirects, 4 800 exploitations. 70% de la production est concentrée dans le sud-ouest de la France, dans les départements des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Les Landes étant le département le plus touché par ces crises successives. C'est surtout une filière de qualité, un savoir-faire, un élément de notre culture que nous ne pouvons prendre le risque de voir disparaître. Au vu de l'importance économique, sociale et culturelle de la filière avicole pour nos territoires du sud-ouest, il me semble essentiel d'avoir une réflexion de long terme sur l'organisation de la filière pour mieux faire face aux prochaines épidémies. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, préciser comment cette question sera abordée dans le cadre des assises de l'alimentation? Et à court terme, les producteurs ont besoin de visibilité pour les aider à passer le cap difficile qu'ils traversent depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, afin de rassurer la filière palmipède, pouvez-vous nous apporter des éléments sur le montant et le calendrier des versements des indemnisations prévus à ce jour? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Travert. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lionel Causse. Je vous remercie. Je connais bien les sujets concernant les problématiques de la filière avicole dans votre territoire du Sud-Ouest qui est fortement impacté par les crises aviaires. Ces sujets ont fortement mobilisé le ministère de l'Agriculture afin que nous puissions déployer le plus rapidement possible un certain nombre de dispositifs d'aide pour accompagner la filière. Pour l'épisode H5N1 de 2016, les dispositifs pour l'amont de la filière sont soit clôturés, soit en cours de paiement. Ils seront soldés d'ici à la mi-septembre. La filière aval a bénéficié d'un dispositif d'avance remboursable mobilisant 11 millions d'euros et le ministère a obtenu récemment auprès de la Commission européenne, après d'intenses négociations, la validation d'un dispositif d'indemnisation des pertes par les entreprises de l'aval. Pour la crise de 2017 H5N8, conformément au calendrier annoncé par mon prédécesseur, les premiers paiements des avances de 50% pour le dispositif de prise en charge des pertes ont débuté à la mi-juin.
Un dispositif de soutien également doté d'une enveloppe de 27 millions d'euros sera mis en place rapidement pour les opérateurs du maillon sélection à couvage qui sont impactés par l'épisode H5N8 et sous réserve de la validation par la Commission européenne. Et enfin, un dispositif d'avance remboursable pour les entreprises de l'aval sera également mis en place. De nouvelles mesures ont été décidées afin de prévenir une nouvelle introduction du virus dans les exploitations de volailles et éviter ainsi une éventuelle diffusion du virus dans ces exploitations. Ces mesures autour du concept de biosécurité engagent l'ensemble de la filière, bien évidemment, mais aussi l'ensemble des intervenants en élevage qui sont tous, chacun à leur niveau, impactés par le risque de crise sanitaire. Ces questions sanitaires seront bien évidemment abordées dans le cadre des États généraux et je vous invite à y participer. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, le 27 janvier 2015, le ministre de l'économie de l'époque définissait le canal Seine-Nord comme un projet à l'importance stratégique reconnu unanimement et comme une chance pour le développement économique des territoires du nord de la France. Le 3 novembre 2015, je l'interpellais ici même sur le respect des délais. Il me répondait alors « Monsieur le député, cela a trop duré. La feuille de route est claire, début des travaux en 2017 et mise en service à partir de 2023. » Le 3 mars dernier sur RTL, le même, devenu candidat à la présidence de la République, déclarait encore « Je confirme, le canal Seine-Nord, un grand projet d'infrastructure. » Pourtant, depuis, le ciel s'est assombri sur ce grand projet prioritaire de l'Union européenne qui injecte 2 milliards d'euros pour doubler le trafic fluvial français et d'opérer ainsi la compétitivité du fret. Le ciel s'est assombri sur l'unique projet d'infrastructure donnant de la perspective économique à une région en grande souffrance. Oui, subitement, nous passons du rêve au cauchemar. Les élus de mon groupe, et notamment ceux des Hauts-de-France bien sûr, vous le disent avec le cœur et avec des mots simples. Si vous renoncez à ce projet, même avec une élégante rhétorique en parlant de pause, ce qui ne dupe personne, non seulement vous éteindrez la seule petite lueur d'espoir qui brillait encore dans les yeux des habitants des Hauts-de-France, non seulement vous anéantirez des années de travail d'élus locaux qui ont organisé le futur de leur territoire autour du canal, mais en plus, et c'est peut-être là le plus grave, vous dégoûterez à jamais de la politique les habitants de ma région qui n'y croient déjà plus beaucoup, les crises électoraux de désespoir dans les Hauts-de-France l'attestant régulièrement. Monsieur le Premier ministre, je vous conjure de donner une chance à ma région. Je vous conjure de démontrer que la parole de l'État a encore du sens dans notre pays. Je vous conjure de démontrer aux 6 millions d'habitants des Hauts-de-France qu'on peut encore croire à la politique. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Demilly, je connais l'intérêt du canal Seine-Nord, l'intérêt pour la région, l'intérêt que vous y portez. Cet intérêt et cette attention extrême a été exprimée par vous à l'instant. Elle a été également exprimée sur d'autres bancs de cet hémicycle la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de répondre sur cette question. Et cet intérêt est également exprimé au sein du gouvernement par un certain nombre de membres du gouvernement qui sont évidemment attachés à ce projet et qui le connaissent parfaitement. Ils viennent parfois des Hauts-de-France. Je n'ai pas besoin de citer leur nom pour que vous les identifiez. Monsieur le Président Demilly, le sujet n'est pas de discuter de l'opportunité de ce canal. Le sujet n'est pas de se placer dans le rêve ou dans le cauchemar. Le sujet est de se placer dans la réalité. Et dans la réalité, notre pays, et je ne parle pas simplement du canal Seine-Nord, notre pays s'est fait une spécialité de s'engager sur un très grand nombre d'infrastructures nouvelles de transport, toutes opportunes, toutes intelligentes, toutes opportunes, toutes intelligentes, toutes extrêmement attendues par ceux qui, localement ou plus largement, vont avoir besoin de les utiliser, mais qui sont assez peu, je dois dire, Monsieur le Président, financés. C'est un fait, et ce n'est pas le Premier ministre qui vous le dit, ou plus exactement, c'est le Premier ministre qui vous le dit, et c'est toute une série de rapports et d'analyses parfaitement objectives qui le confirment. S'agissant du canal, car je veux vous répondre précisément, Monsieur le Président, ce canal a un coût évalué à 4,9 milliards d'euros pour sa construction. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 40%. 40%. Environ 2 milliards sur 4,9. 40%.
Les collectivités territoriales, parce qu'elles croient au projet, se sont engagées à participer au financement, et c'est très bien ainsi. L'État s'est engagé à hauteur d'1 milliard, environ 1 milliard d'euros sur ce projet. Reste, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, reste, pour boucler le financement, nous dit-on, un emprunt de 700 millions d'euros, dont, jusqu'à présent, nul n'a proposé de prendre la garantie, et dont, jusqu'à présent, personne n'a identifié la recette affectée qui pourrait venir permettre d'en rembourser le capital. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire, et regardons la réalité en face, que le projet, dont encore une fois je ne discute pas l'utilité, que ce projet n'est pas totalement bouclé. Alors j'ai rencontré, à sa demande, et parce qu'il me semblait nécessaire de le faire, j'ai rencontré le président Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, qui, dans le souci d'avancer, a formulé une proposition consistante à dire que les premières années de financement des travaux pourraient être assurées par les collectivités territoriales, la fin des travaux étant prise en charge par l'État. C'est-à-dire que c'est une solution de trésorerie, de décaissement, mais ça n'est pas une solution totalement satisfaisante pour l'instant. Je salue le geste, je salue la proposition. Sans elle, on aurait probablement du mal à trouver une solution globale. Mais elle n'est pas encore complètement satisfaisante parce qu'il reste cette question de la garantie sur les 700 millions et parce qu'il reste la question de savoir comment ces 700 millions seront remboursés. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué, pas pour rester dans le rêve, pas pour basculer dans le cauchemar, que nous voulions nous poser et regarder dans le détail et avec précision comment est-ce qu'on pouvait faire. Vous m'indiquez d'un geste explicite qu'il faut aller vite. Je l'entends bien. Je l'entends bien, les financements de l'Union européenne ont été promis. Mais vous savez qu'ils sont dus à l'unique condition que les marchés aient été signés au plus tard en 2020. Donc nous avons un peu de temps pour nous mettre autour de la table et regarder comment est-ce qu'on traite dans le détail ce sujet. Je sais l'intérêt des parlementaires, de tous les bancs ici, sur ce dossier. Et j'ai demandé à Madame Borne, ministre en charge des Transports, de travailler avec vous pour voir les conditions dans lesquelles nous pouvions apporter des solutions. Mais encore une fois, Monsieur le Président, je ne veux pas m'inscrire dans toutes les déclarations, souvent extrêmement agréables, qui ont été faites. Je veux trouver des solutions et je ne veux pas continuer à pousser la boule qui grossit et qui vient, à la fin, alourdir considérablement les dettes, creuser les déficits, sans aucune perspective. Donc nous allons faire le travail sérieusement, Monsieur le Président, et je suis heureux de savoir que vous participerez à ce travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Richard Ramos. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et cela concerne les États généraux de l'alimentation annoncés pendant la campagne présidentielle. Ces États généraux qui vont réunir l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, notamment les représentations agricoles, des industries de transformation et la distribution, mais également des consommateurs. Elles sont très, très attendues. En effet, l'agriculture en France traverse une crise extrêmement grave, depuis une trentaine d'années, essentiellement liée à la chute des prix payés. Les prix, tels qu'ils sont fixés aujourd'hui, ne permettent pas à nos agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Monsieur le ministre, les agriculteurs sont à genoux. L'an dernier, la moitié des producteurs de lait a gagné moins de 350 € par mois pour 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Cette crise est liée fondamentalement à la répartition des marges dans les filières. À cela s'ajoutent des crises mondiales sur les prix et des crises climatiques de plus en plus nombreuses. Ces États généraux doivent être l'occasion de repenser l'équilibre économique global de nos filières agricoles et renforcer l'information auprès des consommateurs. Ces États généraux doivent permettre de construire un nouveau contrat de confiance dans l'ensemble des acteurs de la filière, du consommateur, car les attentes du consommateur sont légitimes. Nous devons aller dans ce sens sans stigmatiser les professionnels. Monsieur le ministre, ces États généraux sont très attendus par nos compatriotes. Comment comptez-vous agir pour offrir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, pour que les filières de transformation trouvent des marges suffisantes pour continuer à innover et à se développer à l'international ? Je suis convaincu, comme l'ensemble des mouvements démocrates, que ces attentes en apparence contradictoires peuvent être satisfaites. Enfin, comment comptez-vous inclure ces États généraux dans le cadre d'une réforme profonde de la PAC que nous devons ensemble également préparer ? Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur Stéphane Travert. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Rameau, je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler à la représentation nationale que nous devons être fiers de notre agriculture et que nous devons être fiers de nos filières. Je voudrais rajouter également que nous devons aussi travailler sur le juste prix payé à nos producteurs qui souffrent depuis trop longtemps de la crise. Et les États généraux seront l'occasion de poser à plat le débat, notamment sur le juste prix payé, et de redonner de la force au triptyque distributeurs, transformateurs et producteurs. C'est là le premier chantier que nous allons aborder à travers la répartition de la marge, à travers la répartition de la valeur, mais aussi la création de la valeur. Et puis viendra le deuxième chantier sur une alimentation saine, durable. Et là-dessus, sur ce sujet, nous souhaitons travailler sur les questions de gaspillage alimentaire, sur les questions d'obésité, sur les questions de mieux se nourrir, manger sain et plus naturel, et permettre de faire en sorte que là aussi, nous puissions créer les marges de progression pour que nos éleveurs, nos producteurs puissent vivre dignement de leur métier. C'est là l'enjeu de ces États généraux. Bien évidemment, nous accompagnerons les résultats, les premiers livrables de ces États généraux avec l'ambition que nous devons porter pour la prochaine PAC, c'est-à-dire une PAC qui soit à la hauteur des ambitions d'un pays comme la France qui, je le rappelle, possède, et je le disais tout à l'heure déjà, la plus belle agriculture et la plus performante du monde. Et au-delà de ce principe, parce qu'il faut le réaffirmer sans cesse, nous devons être vigilants pour défendre les valeurs de nos institutions françaises, nos institutions agricoles, nos filières agricoles qui aujourd'hui souffrent énormément. Et à partir de là, monsieur le député, vous le savez, 14 ateliers rythmeront l'ensemble de ces États généraux qui débuteront demain et qui seront lancés par le Premier ministre. Et je vous invite à participer à ces 14 ateliers pour porter votre contribution, celle de votre département et de votre territoire. Merci, et à partir de là, monsieur nous le ministre. effectuer La parole est l'ensemble des maintenant à madame propositions. Clémentine Autain. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le 15 février 2017 dernier, le Parlement européen a ratifié dans un silence assourdissant un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, un traité que l'on appelle le CETA. Pire, au mépris de toute valeur démocratique et sans aucune concertation préalable de la représentation nationale, près de 90% des mesures prévues dans ce traité seront applicables dès le 21 septembre prochain, alors même que nos concitoyens et que le Parlement ne connaissent pas réellement les effets désastreux de cet accord. C'est un accord qui va avoir des conséquences graves pour notre pays, puisqu'il concerne une déréglementation de normes à la fois sociales, environnementales et alimentaires sanitaires. Sa mise en œuvre pourrait amener à la suppression de 200 000 emplois en Europe, dont plus de 45 000 en France, et frappera, comme vous me direz déjà les ordonnances sur le Code du travail, en priorité les catégories de population les plus vulnérables. Enfin, ce traité est tout simplement un chèque en blanc aux multinationales qui pourront poursuivre les États via un tribunal arbitral et seront même consultés dans l'élaboration de nos lois via un organe de coopération réglementaire. De tels privilèges sont une atteinte au principe même de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, le CETA est donc une menace dramatique pour notre souveraineté nationale. Il pourrait même permettre aux entreprises américaines, dont 84% possèdent des filières au Canada, d'instrumentaliser cet accord. Alors nous vous le demandons solennellement, nous ne pouvons pas laisser le CETA devenir le cheval de Troie néolibéral qui détruira notre économie. Ratifier cet accord reviendrait à laisser les clés de notre pays aux multinationales américaines. Nous ne pouvons l'accepter. Merci, madame la députée. La parole est à madame la ministre déléguée aux Affaires européennes, madame Nathalie Loiseau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, le CETA constitue, dans le droit de l'Union européenne, un accord que l'on dit mixte, c'est-à-dire qui touche à la fois à des domaines qui relèvent de la seule compétence de l'Union, comme les droits de douane, et à des compétences exercées par les États membres, par exemple en matière de protection des investissements ou de fiscalité. L'ensemble de l'accord ne rentrera en vigueur qu'après sa ratification par tous les États membres. En revanche,
Pas du tout. En revanche, le Conseil a décidé, comme c'est la pratique, que la partie communautaire de l'accord entrera en vigueur de façon provisoire à une date à déterminer après la ratification par le Canada qui a eu lieu le 17 mai dernier. Le Premier ministre a installé le 6 juillet dernier une commission d'évaluation de l'impact de cet accord sur l'environnement, le climat et la santé. Elle rendra un avis scientifique et formulera d'ici début septembre, si elle estime nécessaire, des recommandations pour corriger les effets négatifs qu'elle aurait identifiés. C'est un engagement du Président de la République et une attente forte de nos compatriotes. Je veux assurer ici la représentation nationale que l'application provisoire de l'accord n'aura lieu qu'après que la commission scientifique aura rendu son avis, de façon à ce que nous puissions tirer toutes les leçons de ces recommandations. Enfin, j'ajoute que les travaux de la commission scientifique viseront également à proposer des éléments de méthode pour organiser une réflexion transversale sur la politique commerciale européenne et notamment la prise en compte dans les accords commerciaux à venir des enjeux de préservation de la planète et de protection de la santé. Madame la ministre, la parole est à Monsieur Thomas Mesnier. L'intérêt de cette commission s'étendra au... Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, depuis plusieurs années, les comportements à risque et les pratiques addictives chez les adolescents sont de plus en plus préoccupants. La consommation d'alcool, le phénomène de binge drinking, mais aussi la consommation quotidienne de tabac et de cannabis constituent un enjeu majeur de santé publique. Ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de polyconsommation de différentes substances toxiques. L'INSERM, dans un rapport commandé en 2014 par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, a dressé un constat particulièrement alarmant à ce sujet. Dans ce contexte, la codéine fait depuis plusieurs années l'objet de graves dérives, notamment le Purple Drunk ou Lean, ce cocktail à base de codéine et d'antihistaminiques dont la consommation est en constante augmentation chez les jeunes de moins de 25 ans et qui a entraîné plusieurs décès en France durant les derniers mois. Madame la ministre, vous avez pris la décision d'interdire la vente libre en pharmacie de la codéine et de plusieurs autres dérivés morphiniques. Il s'agit à mon sens d'une mesure essentielle de prévention pour la protection de la santé de nos adolescents et dans la lutte contre l'usage détourné des médicaments et les pratiques addictives. Pouvez-vous nous préciser les contours de cette interdiction, les modalités de sa mise en œuvre, comment améliorer encore l'encadrement de l'accès aux médicaments pour prévenir ce type de dérive? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mesnier, effectivement, l'usage de dérivés codéinés est en augmentation dans notre pays, notamment par les jeunes et par les adolescents au cours des soirées. Ce sont généralement des substances que l'on retrouve dans les sirops contre la toux, qui sont mélangés à de l'alcool et qui ont entraîné cette année 2 décès. J'avais, dans une vie antérieure, été alertée par la ministre de la Santé américaine qui considérait que les dérivés morphiniques et que la codéine était maintenant la première cause d'addiction aux États-Unis. J'ai également été alertée à mon arrivée par une mère dont la fille était décédée au printemps et qui m'alertait sur le fait que cet usage de codéine augmentait dans notre pays. J'ai donc saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament et pris la décision effectivement de signer un arrêté le 12 juillet qui a pris effet le jour même et qui oblige maintenant à la prescription sur ordonnance de ces dérivés codéinés. Je vous passe la liste des médicaments incriminés parce que cela nous ferait perdre pas mal de temps, mais il y a toute une liste de médicaments qui sont maintenant nécessairement prescrits sur ordonnance et qui évitent aux enfants d'acheter ces sirops codéinés qui coûtent presque rien et qu'ils mélangeaient à de la drogue. Le problème que ces enfants avaient, c'est qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de prendre des substances interdites puisque ces sirops étaient en vente libre dans les pharmacies.
Donc cet arrêté a pris effet le 13 juillet. La vente sur Internet de ces produits est également interdite. J'ai eu l'occasion de concerter l'ensemble des parties prenantes, syndicats de pharmaciens, ordre des pharmaciens, sociétés savantes, qui sont tous favorables à cette mesure. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer mon travail sur la prévention et l'addiction des jeunes. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Amélie de Montchalin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Il faut envisager le passé sans regret, le présent sans faiblesse et le futur sans illusion, disait sur ces bancs en 1801 un député progressiste, Louis-Philippe de Ségur. Cette phrase s'applique parfaitement aujourd'hui à la situation de nos comptes publics. Le passé d'abord, tel que nous l'avons étudié hier avec le projet de loi de règlement 2016. L'heure n'est pas au regret, mais à la lucidité. Lucidité sur nos records de dépenses publiques, lucidité sur nos records de prélèvements obligatoires, lucidité dans les records de mobilisation de la réserve de précaution. Lucidité surtout, car nous restons le seul pays avec l'Espagne dans la zone euro à être encore en procédure de déficit excessif. Le présent ensuite, pour maîtriser la situation en 2017. Ici, pas de faiblesse, mais une place à de l'action forte. Action forte pour ancrer le déficit sous la barre des 3%, sans céder aux sirènes de l'impôt nouveau. Action forte pour rationaliser nos dépenses en réallouant par décret d'avance et d'annulation 3,3 milliards de dépenses. Le futur, enfin, c'est à partir de demain notre étude du budget 2018 et de notre loi pluriannuelle pour le quinquennat. Ici, pas d'illusion et uniquement de l'ambition. L'ambition de retrouver crédibilité, marge de manœuvre et l'équilibre en 2022. L'ambition surtout d'arrêter de budgéter nos dépenses par rapport à l'an passé, mais par rapport aux besoins. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, détailler comment vous allez équilibrer réduction des dépenses et baisse des impôts, mesures pour l'investissement des entreprises et dispositions pour le pouvoir d'achat des classes moyennes, réforme de l'État et effort des collectivités locales? Merci de votre réponse, sans regret, sans faiblesse et sans illusion. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Amélie de Montchalin, je peux le faire. Quelle est la stratégie du gouvernement? Le passé étant passé, intéressons-nous à l'avenir, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. La volonté est de baisser drastiquement les dépenses publiques et de baisser en même temps drastiquement nos impôts, pour les ménages comme pour les entreprises. Parce que nous serons le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, à la demande du Président de la République, vous serez cette majorité du pouvoir d'achat. Pour un smicard, pour un ouvrier qui sera au SMIC dès l'année prochaine, c'est 550 € possibles de gain de pouvoir d'achat par la suppression de la taxe d'habitation. C'est 260 € de pouvoir d'achat supplémentaire par an parce que nous aurons baissé les cotisations sociales. S'il touche la prime d'activité, c'est 80 € par mois supplémentaires de pouvoir d'achat parce que nous mettrons en place les économies pour pouvoir financer cela. Ce sera 100 € d'augmentation pour le minimum vieillesse qui n'a jamais été fait dans une année par un gouvernement. Ce sera 100 € d'augmentation par mois pour l'allocation adulte handicapé. Ce sera dans les prochaines années du quinquennat l'exonération sur les heures supplémentaires. Si quelqu'un fait 4 heures d'heures supplémentaires, c'est 250 € de pouvoir d'achat. Alors oui, il faut baisser les dépenses. Alors oui, il faut baisser les impôts, parce qu'il faut être courageux pour redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.